Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici au château de Pontus-de-Thiard en Saône-et-Loire, demeure au XVIe siècle d'un conseiller des rois, scientifique et poète. Et dans le jardin de ce château, comme il y avait à l'époque, il y a des vignes, mais pas n'importe lesquelles. Il s'agit d'une empélothèque. Ça n'a rien à voir avec les jurons du capitaine Haddock. Il s'agit d'une vigne conservatoire constituée de cépages différents. Les cépages, ce sont les variétés de raisins. Le but de cette vigne, c'est de les conserver, de les préserver, car s'il existe des milliers de cépages dans le monde, seuls quelques-uns sont utilisés. Pourquoi, par qui, comment? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Pancake, ice cream, French fries, hamburger, milkshake, donuts, and chocolate, chocolate. Carrot, radish, cabbage, celery, whole wheat sandwich, and cucumber, cucumber. Pour commencer, nous nous rendons dans un centre de sélection avec une spécialiste de la question. Cette chercheuse en sciences de la vigne va nous expliquer ce que sont les cépages et comment on les obtient. Marielle Adrian, quand on parle de cépages, on parle bien de variétés de raisins, c'est ça, hein? Exactement, ce sont des variétés de l'espèce européenne, euro-asiatique, même Vitis vinifera, qui fait partie de la grande famille des vignes, des Vitacées. Alors, il y avait déjà une diversité qui existait au départ, naturellement, et puis par des croisements, des pollinisations à la fois naturelles et faites par l'homme petit à petit, on a créé au fil du temps cette diversité des cépages que l'on connaît aujourd'hui. Alors justement, quelles sont les caractéristiques en fait, ou qu'est-ce qui différencie ces différents cépages? Alors, on a déjà des différences purement visuelles, des formes de feuilles différentes, des hauteurs différentes, des allures générales, ce qu'on appelle le phénotype différent. Et puis, on a aussi des différences au niveau des caractères agronomiques et qualitatifs. Du raisin blanc, du raisin noir, oui, des raisins qui seront plutôt destinés à la vinification. Le raisin de table. Voilà, d'autres à la consommation en frais. Les raisins asséchés aussi, qui eux seront différents. Ah oui. Et puis tous ne vont pas permettre d'avoir les mêmes rendements, le même potentiel qualitatif. Donc on a vraiment toute cette diversité qui va répondre finalement à des objectifs de production. Il en existe beaucoup dans le monde, on parle de plusieurs milliers, c'est ça? Alors on est à peu près sur, on va dire, 6000-6500 cépages. Est-ce qu'ils sont tous utilisés? Alors non, on va dire qu'à peu près 500 ont une réelle importance économique. Les plus représentés sont des cépages reconnus pour leur potentiel qualitatif et puis qui s'adaptent finalement assez bien dans différentes conditions. Donc à peu près 500 dans le monde, et en France combien? On en a à peu près 230 qui sont inscrits au catalogue officiel français des variétés. Et sur ces 230, 15% vont représenter 85% à peu près, là encore, de l'encépagement français. Est-ce qu'on crée encore de nouveaux cépages? Effectivement, on parle d'amélioration variétale. Ce sont des recherches qui sont conduites pour essayer de créer des variétés à la fois qualitatives, mais qui vont offrir un intérêt supplémentaire, plus de résistance aux maladies, pour limiter les interventions phytosanitaires au vignoble. Ce sont également des variétés plus résistantes à la sécheresse par rapport au manque d'eau que l'on peut connaître au réchauffement climatique des climats méditerranéens. De quelle façon on crée ces nouvelles variétés? C'est des OGM? Alors non, ce n'est pas du tout des OGM. L'OGM, par définition, on va introduire artificiellement un gène dans le génome d'un cépage, d'une variété que l'on connaît. Là, c'est complètement différent. On va faire en fait une reproduction sexuée de la vigne, mais de façon artificielle. C'est-à-dire que l'on va polliniser les fleurs d'une variété avec du pollen qui sera prélevé sur une autre variété. On aura des raisins qui porteront des pépins qui pourront générer des vignes différentes puisqu'on aura eu reproduction sexuée et brassage génétique. C'est un travail de très longue haleine puisqu'il faut ressemer ces pépins, attendre que les vignes qui en seront issues soient à nouveau capables de produire des raisins pour étudier tout le potentiel. Merci Marielle Adrian. Je vous en prie. Sandwich and cucumber, cucumber.
Si les chercheurs créent sans cesse de nouveaux cépages, il faut ensuite les multiplier et les commercialiser pour les vignerons. C'est le travail des pépiniéristes viticoles, un métier que nous allons vous faire découvrir tout de suite. Voici un atelier de greffage. Ici, pendant 3 mois, les petites mains de ce pépiniériste viticole vont en quelques secondes assembler 2 morceaux de vigne, un peu comme pour un puzzle. Juste à côté, même principe, seule la forme de l'assemblage change. Ici, c'est la greffe anglaise, d'accord, ou en fente également. Et donc, on peut le voir ici. Donc, on introduit les 2 éléments l'un dans l'autre. Et il y a également l'oméga, voilà, qui est la pratique la plus courante, si je peux dire. La greffe consiste à assembler un premier morceau appelé porte-greffe, la partie du pied de vigne qui sera plantée en terre, avec le greffon, un autre petit bout de vigne qui correspond lui au cépage, à la variété du raisin. Une technique utilisée depuis le début du XXe siècle. Le phylloxéra, il attaque les racines de la vigne et les variétés françaises sont très sensibles. Le phylloxéra a ravagé le vignoble français en 30 ans, quoi, si vous voulez. Et grâce aux porte-greffes américains, qui eux sont résistants, on peut continuer à produire du raisin en France et à faire du vin. Chaque bouture est ensuite plongée dans un bain de cire pour bien protéger la greffe. Puis direction la salle de forçage dans une ambiance chaude et humide. Voilà, donc là j'ai donc une greffe bouture qui sort de stratification ou forçage. L'art du pépiniériste va être de maintenir cette greffe en vie jusqu'à ce que les cellules deviennent des vaisseaux qui vont conduire la sève du greffon vers le porte-greffe et puis qu'en même temps la plante commence à émettre des racines. À cette étape, les boutures subissent un traitement obligatoire. On plonge la palette de plants dans le bac à 50 degrés pendant 45 minutes. Et puis avant on fait un pré-trempage de 10 minutes dans un bac à 30 degrés pour l'acclimatation des plants. Le but est de traiter les pieds contre des maladies comme la flavescence dorée. Pour finir son développement, la bouture est plantée, soit en plein champ pendant 1 an, ou dans des serres où 2 mois suffisent. Suivant que le sol va être argileux, sec, plus ou moins calcaire, on veut utiliser un porte-greffe différent. Et à cette diversité de porte-greffes va s'ajouter la diversité des types de sélection. Il y a des pinots avec des gros raisins, des petits raisins, productifs, moins productifs, certains qu'on utilise pour faire les vins de base de Champagne et d'autres pour faire les grands Bourgognes. Résultat, plus de 1000 assemblages différents sont réalisés ici, mais la greffe est un exercice délicat, seuls 60% d'entre elles réussissent. En Bourgogne, 2 cépages sont utilisés de façon presque exclusive. Le chardonnay pour les blancs, le pinot noir pour les rouges. Pourquoi et depuis combien de temps? C'est un historien, Olivier Jacquet, qui nous explique ce mystère. Alors ici, vous avez du Sauvignon. Oui. Un autre cépage bourguignon, le César. Et encore un autre, le Tressaillé, ou autrement dit Sassy. Ici, on est au Jardin des Sciences, Olivier Jacquet, à Dijon. Et ça, c'est une sorte de verger conservatoire, si j'ai bien compris, avec des cépages uniquement bourguignons. Oui, tout à fait. Donc ça montre qu'en Bourgogne, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas que du chardonnay et du pinot noir. Alors non, la Bourgogne, c'est un conservatoire en soi, puisqu'on peut y trouver des tas d'autres cépages que le pinot et le chardonnay. Des cépages anciens? Alors, ou c'est des cépages pour certains, oui, ce sont des cépages anciens. mais qu'on n'utilise plus? Alors qu'on n'utilise quasiment plus, qu'on utilise dans certaines zones de la Bourgogne. Si vous prenez le Gamay par exemple, pour produire du Bourgogne tout court, il est autorisé par exemple dans le Beaujolais ou dans le sud du Mâconnais. On a évoqué le César tout à l'heure. Le César, c'est un cépage qu'on trouve qu'à Irancy, dans l'Yonne, ou le Sauvignon, 1% de l'encépagement bourguignon, hein, Ah oui. qu'on trouve à Saint-Brie dans l'Yonne. D'accord. À partir de quand alors on a vraiment décidé qu'en Bourgogne, ce serait le pinot noir pour le rouge et le chardonnay pour les blancs? On a tenté de cadrer effectivement l'encépagement en Bourgogne à partir de l'entre-deux-guerres.
Et tout ça, ça vient en fait d'un jugement de délimitation de la Bourgogne qui a lieu le 29 avril 1930, qui va définir à la fois le cadre de production géographique de la Bourgogne, mais également les cépages qui seront autorisés à donner des vins qui portent le nom Bourgogne ou à donner des vins qui portent le nom Bourgogne ordinaire ou Bourgogne grand ordinaire, ce qui est beaucoup plus dévalorisant. Donc avant, on pouvait utiliser différents cépages pour faire du vin de Bourgogne. Avant, on pouvait utiliser tous les cépages que l'on voulait. Vous avez des communes comme Pommard, par exemple, qui ont 40% de plantation en gamay encore dans les années 30. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1930? Pourquoi on décide tout à coup de choisir 2 cépages? Les vignerons sont dans un processus de crise économique et vont tenter de délimiter leurs propres appellations d'origine. Et à ce moment-là, à la demande des propriétaires de grands vins fins de la Côte d'Or, il va y avoir une demande pour que l'appellation Bourgogne soit uniquement réservée aux vins de Pinot Noir et aux vins de Chardonnay, contre, entre guillemets, les vins d'Aligoté et de Gamay. Et il y avait des bases scientifiques qui montraient qu'effectivement le vin fait avec du Pinot Noir ou du Chardonnay était meilleur qu'avec du Gamay ou d'autres cépages? Disons que durant ces procès, il faut convaincre les juges, et on les convainc en se basant sur ce que la loi appelle les usages locaux, loyaux et constants. Donc pour retrouver ces usages, le syndicat des grands vins fins de la Côte d'Or va aller exhumer des archives du 19e siècle pour prouver que ces usages sont lointains. C'est comme ça qu'on va chercher l'ouvrage de Jules Laval, où il montre bien que le Gamay est un vin ordinaire, sauf dans certaines zones, et que ce qui produit les vins fins, c'est le Pinot. À tel point qu'on va aller même chercher des archives encore plus lointaines, et c'est là qu'on va sortir la fameuse ordonnance de Philippe le Hardy de 1395, qui est censée bouter hors de Bourgogne le très déloyal Gamay. Les bourgeois de Dijon, de Beaune et de Nuits qui font cette demande à Philippe le Hardy sont majoritairement des planteurs de Pinot et de Pinot blanc. Et Philippe le Hardy se base sur une notion de qualité. Oui, clairement. Dans cette zone-là, c'est majoritairement le Pinot qui produit les meilleurs vins. Merci Olivier Jacquet de ces explications. Je vous en prie. Wheat and cucumber, cucumber. Au sein d'un même cépage, il existe aussi des individus différents, comme chez les hommes. Il existe des bruns, des blonds, des noirs, des blancs. Pour préserver cette richesse, des vignerons créent des vignes dédiées à une seule variété de raisins. À Bouzeron, par exemple, des viticulteurs sont en train de créer une vigne consacrée au cépage Aligoté. Écoute, c'est pas mal, hein? Voici les 2 artisans de ce projet. L'un est vigneron à Bouzeron depuis une douzaine d'années, l'autre technicien à la Chambre d'agriculture. Et ce qu'ils observent là, c'est une parcelle plantée il y a 1 an. Là, ça va prendre, là aussi. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. C'est une vigne conservatoire. On va essayer de regrouper des pieds qu'on a sélectionnés dans d'autres parcelles, qu'on remet ici pour voir si les caractéristiques qu'on a observées dans les vieilles parcelles se retrouvent sur ces jeunes plants. Il fallait des parents à ces jeunes pousses pour créer la nouvelle parcelle. Des prospections ont donc été organisées dans les vignes alentours. Donc on a commencé avec cette vigne au lieu d'Iléfia, et puis ensuite on a élargi la sélection aux plus vieilles vignes de Bouzeron. 100 pieds ont ainsi été identifiés pour leurs caractéristiques sur les feuilles, le bois, les grains et la qualité des raisins. C'est fou comme ça arrive à survivre, mais ça c'est fragile ça. Ouais. Après des tests pour éliminer les pieds malades, 54 cèpes ont été gardés, multipliés et plantés dans la nouvelle parcelle. On aurait pu conserver ce matériel en laboratoire, in vitro ou sous serre, sauf que les caractéristiques qu'on veut mesurer, on n'aurait pas pu les mesurer de la même façon que dans les conditions naturelles de production de vigne. Dans quelques années, des micro-cuvées seront réalisées avec cette vigne pour affiner la sélection. À terme, c'est la possibilité de proposer aux vignerons de Bouzeron et aux autres vignerons de Bourgogne qui ont une certaine idée de l'aligoté, eh bien des plants d'aligoté qui soient dits de qualité, qui soient adaptés à un terroir donné et qui peuvent proposer sur le marché un aligoté qui soit à la hauteur de sa réputation. Une idée qui paraît tellement bonne qu'elle fait des petits. Des projets similaires sont en cours pour 2 autres cépages, le Pinot Noir et le Chardonnay. Lily, on a beaucoup parlé de cépages pour le moment dans l'émission. On va peut-être parler un petit peu de vin maintenant.
Un seul cépage, plusieurs cépages, il y a une règle pour faire des vins? En fait, il y a deux grandes familles dans le système des appellations. Il y a ce qu'on appelle les vins d'assemblage. Alors les vins d'assemblage, c'est on peut utiliser plusieurs cépages dans des proportions relativement fluctuantes pour faire un vin. L'exemple le plus connu, c'est Bordeaux. Oui. Mais il y a aussi la Champagne, il y a aussi le Languedoc-Roussillon, il y a aussi les Côtes-du-Rhône, la Provence. Et puis, il y a ce qu'on appelle les monocépages. Là, c'est un cépage pour faire un vin. Alors l'exemple le plus connu, bien sûr, c'est la Bourgogne. Mais il y a aussi le cépage Mourvèdre pour le Bandol, le Cabernet Franc pour le Chinon, ou dans les blancs, par exemple, le Chenin pour les blancs de Vouvray dans la Loire. Et ça fait des vins différents, tout ça? Alors en fait, deux familles et deux philosophies, en réalité. Les vins d'assemblage, comme Bordeaux par exemple, ça va générer des styles généraux de la région qu'on retrouve. Et puis ça va permettre surtout, année après année, d'avoir à peu près toujours le même style pour un domaine, un style maison. À l'inverse, les monocépages, ils vont être beaucoup plus tournés vers l'idée du terroir. Alors bien sûr, comme la Bourgogne. Ouais. Pourquoi? Parce que le cépage unique, sans variation, va devenir un transmetteur en fait du terroir. Exemple, le Riesling en Alsace, le Pinot Noir, on le disait en Bourgogne, ou par exemple la Syrah dans les Côtes-Rôties. Et c'est dans ces régions qu'on trouve la connaissance très ancienne du découpage des parcelles et des terroirs. Les monocépages, est-ce que c'est la même chose que les vins de cépage? Pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. En fait, c'est le terroir dont je viens de parler qui fait la différence. Il faut remonter aux origines, à la création des appellations d'origine contrôlée dans les années 30. À l'époque, ce qu'on a gravé dans le marbre, c'est l'évangile du terroir. C'est pas l'évangile des cépages. Pourquoi? Parce que ce qui était connu, ce qui était vendeur, c'était le nom, c'était l'origine, c'était Bourgogne, c'était Gevrey-Chambertin, c'était Champagne. Alors du coup, c'est quoi un vin de cépage? C'est la grande production viticole mondiale actuelle, en réalité. Sous l'influence des anglo-saxons, on a développé ces vins de cépage. Pourquoi les anglo-saxons? Parce que chez eux, aux États-Unis, il n'y a pas d'antériorité de l'appellation. Il n'y a pas de terroir en fait. Donc l'industrie du vin, elle a habitué les consommateurs à faire le choix de leur vin à travers des goûts et à travers des noms de cépages. Donc l'Américain qui veut un verre de vin, il choisit plutôt un Sauvignon parce qu'il a l'habitude de ce goût ou un Cabernet. C'est plus simple en fait. Et puis c'est plus simple. Et cette tendance, elle s'est développée, on va dire, à travers le monde parce que c'est ce qui a structuré les vins d'entrée de gamme dans le monde dans les dernières décennies. En Amérique du Sud, au Chili par exemple, et puis ces dernières années, beaucoup en Europe, dans des grandes régions comme l'Espagne ou comme chez nous, le Languedoc-Roussillon, qui avaient des grandes zones qui n'étaient pas dans les appellations d'origine et qui ont trouvé là un moyen de valoriser ce qu'ils faisaient. On peut se dire que c'est les vins de la mondialisation, qui racontent aucune histoire. On peut se dire aussi que c'est d'abord une façon de faire vivre économiquement beaucoup de régions. Et puis aussi, plus subtilement, que c'est une porte d'entrée pour les amateurs, qui commencent avec ces goûts, puis qui après vont passer à autre chose. Merci Lilian. On laisse de côté les questions techniques pour aller à la rencontre d'une femme étonnante, Jocelyne Perrard. Parmi ses nombreuses activités, elle a créé un réseau unique au monde de chercheurs dédiés au vin et à la culture du vin. Wheat and cucumber, cucumber. Alors vous avez ici des paniers à riz, ce que l'homme porte pour monter dans les rizières avec la nourriture de la famille. Alors les Philippines, c'est ma thèse, je veux dire, c'était mon premier travail sur les climats, climat tropical. 1107 îles qui m'ont forgé un peu l'âme puisque je partais en mission toute seule pendant 2 mois, forêt, difficultés, etc. Après les difficultés de la vie, ça glisse. Après les Philippines, c'est le Bénin et le Brésil que Jocelyne Perrard a exploré au cours de sa riche carrière professionnelle. Des pays et des cultures qui l'accompagnent encore aujourd'hui. Ça, c'est ma vie, c'est mon cadre. Maintenant, c'est la vigne et le vin. Mais je ne renie pas pour autant mon passé de géographe climatologue dans ces pays extraordinaires. Je suis de la plaine dijonnaise. Quand j'étais jeune, il y avait quand même encore quelques vignes pour du vin du type chasse-cousin, attention. C'était dans la plaine et je faisais des vendanges. Et surtout, j'ai passé mon enfance à la campagne à regarder le cycle de la nature, le cycle des saisons. Et puis plus tard, quand j'étais étudiante, je suis descendue dans une cave. J'ai été fascinée par ce qu'expliquait le vigneron. C'était pour moi comme un conte de fées, ce qu'il racontait. Mais il racontait aussi le cycle des saisons, il racontait aussi le cycle de la vigne. Et puis là-dessus, on a dégusté et j'ai découvert que j'avais
un palais et surtout des papilles. Et à partir de ce moment-là, ça a été une grande affaire d'amour entre la vigne et moi-même. Une histoire qui l'a amenée à devenir membre de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Et même, elle en est fière, à être la première femme à présider le tas de vinage, grande dégustation organisée par la confrérie au château du Clos de Vougeot. Le vin, c'est, j'allais dire, la récompense. Ce qui me plaît, c'est d'abord le vignoble, la vigne. Je suis géographe. Je ne vois pas de paysage de vignoble qui ne soit pas de beaux paysages. Le vin, c'est désormais ce qui remplit la vie de Jocelyne Perrard. À travers l'organisation d'expositions, de conférences, l'aide à de jeunes chercheurs. Car en 2007, la géographe climatologue a créé la chaire UNESCO Culture et Tradition du vin, un réseau scientifique mondial. La chaire UNESCO, c'est faire connaître au public le plus large les résultats obtenus par les chercheurs sur la vigne et le vin. Ça peut être aussi bien en archéologie, en médecine, en biologie, en histoire, géographie, toutes les disciplines sont concernées. Cette chaire fédère aujourd'hui 400 chercheurs de 60 universités dans le monde. Un beau succès pour cette femme aux vies et aux passions multiples qui fut aussi un temps présidente de l'Université de Bourgogne. Le jour où j'ai eu l'idée de la proposer, cette chaire qui est la seule chaire au monde sur la vigne et le vin, c'était un dossier très lourd. Je ne suis pas du tout écrivain, mais c'était comme ce que racontent les auteurs quand ils disent « j'ai écrit ce livre en 2 jours parce que tout était en moi ». Eh bien, la chaire UNESCO, c'est venu de cette façon. C'est un peu un aboutissement. Sandwich and cucumber, cucumber. Qu'est-ce que c'est là, Yannick? Donc là, on a un champ de jeunes asperges implantés l'an dernier qu'on va laisser se renforcer, c'est-à-dire on va les laisser monter en buisson de façon à ce qu'elles soient récoltées l'année prochaine. On ne peut pas les ramasser la première année? Non, pas la première année. On affaiblirait le rhizome, on affaiblirait le pied. Donc il faut attendre 1 ou 2 ans? 2 ans. La 3e année, on va commencer à récolter. Jusqu'à la 5e, 6e année, va donner vraiment tout son potentiel. C'est quand la période de récolte des asperges? Du 15 avril environ jusqu'à mi-juin. D'accord. Cette année était une année quand même un peu précoce, hein. Donc on risque de terminer la saison un peu plus tôt, c'est-à-dire début juin ou 10 juin, je pense que ça va s'arrêter. Ouais. Et ça se ramasse le matin, c'est ça? Surtout le matin pour avoir fraîche. vraiment cette fraîcheur. Et vous voyez, là, on en a une petite, là, juste à cet endroit-là. Ah oui, là. Alors comment vous faites, Samuel? Alors déjà, le premier point, c'est de les voir. Ouais, alors ça, c'est déjà pas très évident. Parce que là, ah ouais, voilà. d'accord, c'est vraiment... Elles sont vraiment à peine sorties. Ouais, faut avoir l'œil. Donc on a un couteau, comme ça. Ah, c'est une lame assez longue. C'est très particulier. C'est vraiment spécial pour les asperges. Oh oui, on s'en sert que pour ça. Une fois qu'on a repéré notre asperge, on la tient et on essaye de l'accueillir le plus long possible. D'accord. Voilà. Il faut trouver le pied quand même au-dessous. Voilà, c'est ça. En fait, bon, avec l'habitude, ça va tout seul, mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué. On te laisse, Samuel? Oui. Ben, bon appétit. Merci. Bon, Muriel, alors tu vois comme on a fait ce matin, on a les ramassé maintenant, on vient de les préparer. Toutes fraîches. Toutes fraîches. Et donc comme tu vois, c'est vraiment très très frais, impeccable. Ah ouais, c'est tout Nous, on va les tendre, manger ça. avec une petite sauce à la ciboulette. Je te laisse goûter, je t'en prie. Ah ouais, merci. Oh, c'est extra. C'est tendre, c'est tout doux. Oui, oui, c'est vraiment cette petite amertume qui ressort sur le territoire. Oui, c'est vraiment impeccable. Philippe, vous êtes sommelier, vous? Oui, c'est exact, oui. Alors vous, oui, vous conseillez du vin blanc aussi? Alors oui, si on mange les asperges, j'allais dire nature, comme on le consomme ici à Ruffey, le meilleur accord, ce sont des vins blancs, secs et aromatiques. Donc l'accord le plus traditionnel, souvent, c'est le muscat d'Alsace. Après, si on veut revenir sur la Bourgogne, où on a le Saint-Brie, qui est à base de Sauvignon, qui va très bien aussi avec l'asperge. Ça peut être également du Sancerre. Des vins qui sont quand même assez secs. Il faut des vins qui soient secs, qui n'aient pas de sucrosité ni trop de structure. Oui. Par contre, il faut des vins qui aient quand même un arôme relativement expressif et sans être sur des arômes boisés ni de richesse, plutôt sur des arômes frais, fleuris, un petit peu exotiques et quelquefois apportés sur les agrumes et qui vont avec l'asperge quand on la cuisine pure, traditionnelle. Pure. Ouais. Alors justement, ça peut se cuisiner.
On peut en faire par exemple des terrines ou des tartes ou des choses comme ça? Oui, par exemple, on peut faire des tartes au lard et bacon. À ce moment-là, on peut prendre des vins blancs un petit peu plus charpentés, type Saint-Romain, ou alors des rouges pas trop tanniques, Bourgogne haute côte de Beaune, même des Arbois rouges à base de Poulsard, donc des vins parfumés, mais assez légers. Et puis après, j'allais dire, si on fait un plat de viande et qu'on l'accommode de quelques asperges, à ce moment-là, il vaut mieux axer peut-être l'accord sur la viande, plutôt que sur l'asperge. Par contre, il faut faire attention d'avoir un vin rouge pas trop tannique, parce que l'amertume du tanin peut des fois être en contradiction avec la petite amertume qu'on a sur l'asperge de Ruffé. Merci Philippe, merci Yannick. Avec plaisir, et puis ma foi, à la santé de l'asperge de Ruffé. À la santé de l'asperge de Ruffé. Santé Yannick. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un mois, le 22 juin, pour une émission consacrée à la star de nos soirées estivales, le vin rosé. D'ici là, très bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir. Bon, en attendant... Ah oui, moi je résiste pas. Et donc avec un petit vin, un Saint-Bréal.